En fait, quelle analyse, vous, en tant qu'acteur politique, vous faites de la situation du Togo depuis le 22 février à ce jour? Puisque Faure Gnassingbé a été élu et puis il a prêté serment, mais le gouvernement tarde à venir. Mais ce qu'on constate, c'est que cette réélection de Faure Gnassingbé est contestée par M. Agbemé Kodjo, actuellement dans le maquis. Non, vous avez raison. D'abord, il y a quelque chose d'important qu'il faut dire à l'endroit de l'opposition, du pouvoir. Lorsque vous poussez les populations à être résolues que les élections n'ont plus aucun sens, que les élections ne peuvent plus être la solution à leurs problèmes, vous ne leur laissez que la révolte comme seule voie. Et le pouvoir se comporte aujourd'hui comme s'il a vaincu le peuple togolais. Parce qu'ils ont eu très peur du 19 août. Et après le 19 août, le fait qu'on n'ait obtenu aucun résultat, ils ont l'impression d'être les grands gagnants, comme s'ils ont terrorisé, ils ont vaincu, ils ont maîtrisé la population. Mais je vous assure, c'est vrai que quand un peuple mène une lutte, comme on a mené le 19 août, vous arrivez au sommet, et que vous tombez sans aucun résultat, le peuple est généralement découragé. Et c'est souvent pour des années. C'est cyclique. Mais lorsque le peuple va se réveiller encore, ce qui va se passer sera plus dur et peut-être plus de victimes même que ce qui s'était passé avant. Mais ça risque d'être l'ultime fois. Et c'est à ça que le pouvoir doit réfléchir. Je pense que ce n'est pas un souhait, mais c'est un avis que vous émettez. Non, c'est une analyse. C'est comme ça, c'est de manière cyclique que ça se passe. Ça veut dire que si ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui ne cherchent pas à parvenir à un accord politique, ce que moi j'appelais toujours, du vivant de Maître Agbouibo, le grand compromis national. Ce pays a besoin d'un grand compromis national parce que le pays est dans la boue. C'est-à-dire que, regardez, même ce qui s'est passé avec les enfants, les élèves, sextap ou vous l'appelez. Regardez ce qui se passe, les bavures policières dans les rues. Regardez le comportement des populations. Ça veut dire que le pays est dans la boue. Et nyama. C'est-à-dire que quand un pays arrive dans cette situation-là, il faut une conjonction des hommes, des effets et des efforts pour reprendre la main dans un grand compromis national pour pouvoir orienter les gens vers une certaine éthique, vers une certaine politique, vers une certaine éthique sociale. Oui, mais ce compromis, est-ce synonyme d'une transition ou bien c'est quoi? Ce compromis peut être adossé à une transition. Vous savez, on peut aller vers des discussions où, au moment de cette discussion-là, les grands ensembles qui ont eu des résultats aux élections dans ce pays et à qui on a volé depuis le début du processus, quand on parle du CAR en 94, après de l'UFC en 98 et 2003 et même 2005 ensemble, quand on parle de l'ANC en 2010 et je ne sais quoi, 2015. On parle de CAR, de l'ADI et de l'ANC en 2013 aux élections législatives et puis de la dynamique Monseigneur Kodjo. Il faut trouver un grand compromis national entre le pouvoir et tous ces ensembles sur qui est passé le schéma que les élections n'ont pas de sens au Togo. Et ce n'est qu'avec ce grand compromis national-là qu'on peut redresser ce pays. Vous savez... Mais qui doit donner le ton? Mais il ne faut pas quand même perdre de vue ce fait. Au niveau de l'opposition, vous êtes complètement déchiqueté, divisé, profondément. Vous avez raison, c'est dommage. Et moi, c'est la raison de mon silence. Parce que c'est depuis août 2019 que j'ai dit que les combats que nous avons devant nous, c'est un combat bloc contre bloc. C'est un combat bloc contre bloc. Bloc contre bloc, ça ne veut pas dire exterminer l'autre. Mais ça veut dire qu'en face du bloc au pouvoir, nous devons aussi être un bloc. Non seulement pour l'opposition, mais aussi pour le bloc au pouvoir. Vous savez pourquoi? Non. Quand on va à des élections, quelquefois, le pouvoir a envie de discuter. Mais il va discuter avec qui? Quand vous discutez avec Kodjo, Kofi n'est pas d'accord. Oui. Quand vous discutez avec Kofi, Yao n'est pas d'accord. Et quelquefois, peut-être le pouvoir a envie de discuter, mais il se dit, si je discute avec Tipi, quel sens ça a par rapport aux autres? Si je discute avec Agbouibo, mais est-ce que les autres vont l'accepter? Et c'est bon qu'en face du pouvoir, il y ait un bloc de tous les grands ensembles pesants de l'opposition pour qu'on sache que quand on discute, ce qu'on va convenir
on le convient pour la nation. Donc vous voulez l'union sacrée de l'opposition. Il faut un bloc de l'opposition, tout en comprenant que le bloc de l'opposition est un bloc multiple. Ce n'est pas un bloc unicitaire comme le pouvoir, mais en face du bloc du pouvoir, nous devons avoir un bloc multiple. C'est ce que j'ai déjà dit. Et qui sera le leader donc de ce bloc? Mais ce n'est pas une question de leader. Oui, mais apparemment c'est ce à quoi on assiste dans vos comportements. Oui, mais à partir du moment où Oui, à partir du moment où on décide d'évoluer vraiment dans un bloc, chacun doit mettre entre parenthèses ses ambitions personnelles. Ça peut être même quelqu'un de la société. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoluer dans un bloc sans prendre ceux qu'on avait spoliés dans des élections et sans donner une considération et sa part à ce que représente Agboueme aujourd'hui avec sa dynamique. C'est-à-dire que le faire, c'est être malhonnête. Vous comprenez? Donc, en prenant tout cet ensemble-là, mais c'est Tikpi qui a soulevé le mouvement du 19 août. Bien. Mais est-ce que c'est Tikpi qui est resté président de la C14? Non. Non. Donc, ce n'est que... Moi, ce que je dis, et c'est ce que j'ai dit avant les élections. Les gens m'avaient soupçonné même que je voulais être candidat. J'ai dit non. Ce que je prône, c'est un bloc de l'opposition. Mais quand vous prenez le bloc et que vous considérez que vous-même, vous voulez être candidat, les gens considèrent que tu ne veux l'union de l'opposition, que ça peut te profiter. Donc, celui qui peut profiter celui qui peut pousser l'union de l'opposition doit être quelqu'un lui-même qui doit démontrer aux gens que ce n'est pas pour lui seul, il le fait. Et voilà un peu dans ce sens que ça doit aller. Et maintenant, vous envisagez cela pour les élections présidentielles de 2025? Ce n'est même pas seulement pour les élections présidentielles. Si j'ai dit ça en août 2019. D'où est-ce que j'ai tiré cette analyse-là pour proposer ça en 2019? C'est à partir des élections locales. J'ai vu comment au niveau des élections locales, il y a eu des manœuvres. Il y a eu des tentatives d'élimination de ma liste. On a vu l'élimination de la liste de Bojona. J'ai vu comment il y a eu les bourrages d'urnes. Et je me suis dit, mais je croyais que les élections locales qui ne représentent qu'une petite partie du territoire, on va pouvoir maîtriser les bureaux de vote et maîtriser les fraudes. Mais quand j'ai constaté que même à ce niveau-là, ces gens peuvent frauder, peuvent bourrer de manière systématique les urnes, je me suis dit, aucun parti tout seul ne peut gagner les élections, sauvegarder les urnes, maintenir les résultats et mener la bataille pour la victoire. C'est à partir de ce moment que j'ai déduit que c'est un combat bloc contre bloc et je ne peux me mettre mais quand même, ça amène à poser la question, est-ce que le Togo est encore en crise, monsieur Kissi? Mais la crise électorale, elle est venue doubler la crise qui existait depuis. Mais quand vous allez à des élections... Le Togo est en crise? Mais il y a crise plus que jamais. Mais quand vous allez à des élections, où il y a eu autant de bourrages d'urnes, comme je l'ai vu, les événements qui sont passés à Gboto, vous les avez entendus. Parce que c'est séance tenante. Ce qui s'est passé à Badjenope, moi-même j'étais allé voir. Je n'ai pas voté parce que mon parti avait pris la décision que nous ne participons pas aux élections. Mais j'ai été quand même sur le terrain pour surveiller ce qui se passe, pour savoir que mon parti était dans la bonne thèse. Mais quand vous voyez tout ce que vous avez voulu, vous voyez comment les résultats ont été proclamés par des institutions illégales ou du moins illégitimes à moins de 48 heures des élections. Le Togo n'a pas de système qui puisse rassembler les résultats des urnes en moins de 48 heures. C'est impossible. Nous avons voté le 22 et je crois que c'est le 25. Non, pas le 25. On a voté le 22. Oui. Et je crois que c'est le 24 déjà. Oui, le 24 dans la nuit. On s'est levé, on a proclamé les résultats. Non, on s'est levé, dites-vous pourquoi. Oui, mais naturellement, on a compilé le Togo n'est pas en mesure de compiler, d'envoyer les résultats. Ça ne s'est jamais vu d'envoyer les résultats dans moins de 48 heures. Et voilà, Fonia Singbe a été réélu quand même avec presque 71%. C'est vous qui le dites. Non, c'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. C'est ce que les Togolais pensent. C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. Est-ce que la Cour constitutionnelle même est légale? Pourquoi? On a posé cette question aux juristes togolais, ils n'ont pas pu répondre. Et c'est là où moi je dis, les intellectuels togolais ont trahi, ou bien sont en train de trahir les populations. Une cour est composée de 9 membres. On prend 7 membres. Est-ce que la cour est composée? C'est la simple question. La majorité est déjà là. C'est ça composé. Est-ce que la cour est composée? La majorité, elle est là. Mais est-ce que la cour est composée? La cour n'existe pas encore. Elle n'est pas au complet. Elle n'est pas composée. Elle n'est pas au complet, dites-vous. Joachim, ce n'est pas une question d'être complet. La cour n'est composée que quand tous ses membres sont élus. Ils peuvent être élus, quelqu'un peut être décédé ou être malade, ils peuvent continuer à fonctionner. Mais à partir du moment où ils ne sont pas 9, la cour n'est pas composée.
Et voilà, on attend de voir quand est-ce que les élections sénatoriales auront lieu pour qu'on désigne les 2 autres membres restants. Mais Waris a une question à vous poser, monsieur Kissi. Bonjour, Waris. Bonjour, monsieur Jochin. Oui. Bonjour. Je salue l'honorable Jean Kissi. Bonjour, mon cher. Quelqu'un que nous aimons beaucoup. J'ai 2 questions à l'honorable. Oui, allez-y. La première, comment est-ce que les cadres du CAR organisent un autre leader à la tête du grand parti, le CAR, appelle à mort du grand Agbeibo? Ma deuxième question. Je crois que au Mali, la CEDEAO est venue poser une feuille de route, ce que refuse l'opposition malienne. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce côté? Ils ont raison, bien ils ont tort. D'accord, très bien noté pour vous. Alors, Sandé, bonjour. Bonjour, monsieur Yachin. Oui. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Sondé. Oui. Ma question est simple. L'opposition serait en train d'être décapitée par le pouvoir, Tipi Achadam, et monsieur Agbeyome aussi vient de subir le même sort. Oui. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Vous avez tout dit, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider M. Agbeyome dans la situation actuelle, pour que vous puissiez trouver gain de cause dans les années à venir? Bien noté, cher ami Sandé. Et nous accueillons Kofi. Allô, oui, Kofi? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour, mon cher. Oui, ma question est ceci. Oui. Nous, les riverains de Zanguera, comment nous allons faire durant les travaux de Boumaf? Les travaux de... Oui. La voie... D'accord, Boumaf. Ok. Merci, cher ami. On va accueillir le dernier auditeur pour boucler les coups de fil. Allô? Oui, allô. Bonjour, cher ami, le nom? Oui, c'est Pelé. D'accord, Pelé, on vous écoute. Monsieur Jacques ici, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ça fait bail. Oui, vous avez raison. C'est pour raison. Je pense que c'est le retour politique ou bien... Non, s'il vous plaît, allez-y pour la question. Oui, moi ma question est très simple. Hein. Je pense qu'on a perdu M. Agbeibo. Avec tout ça là, tout le monde parle que tout ce qu'il avait fait, c'était bon, il est bon. De l'hypocrisie totale, on le sait. Mais la question que moi je voudrais poser aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui devant une crise qui est le 22 février. Est-ce que vous êtes dans la résistance ou bien vous êtes prêt à aller pour une élection de 2025? D'accord, bien noté. Nous sommes en crise, dit l'auditeur, mais par rapport à Maître Agbeibo, lui considère que tous les vœux, disons pas les vœux, mais les hommages rendus, cela est truffé d'hypocrisie. Mais maintenant, il continue en disant, on est devant une crise, êtes-vous prêt à sortir de la crise ou carrément à vous préparer pour l'élection de 2025? Non, il y a 2 choses essentielles. C'est que on a été à des élections et quelqu'un qui dit avoir gagné les élections, et il a toutes les raisons de dire d'avoir gagné les élections, a été pris et c'est la justice qui a utilisé contre lui, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas la justice qui règle les questions électorales. Donc, je crois que le régime doit bien faire de arrêter toutes les poursuites contre Agbeyome et qu'on engage un dialogue national pour déboucher sur un grand compromis national. Et je voudrais sur cette antenne solennellement dire que quelquefois Dieu agit. Dieu est à l'œuvre parce que ce problème arrive à un moment où le plus grand diplomate parmi les religieux togolais est archevêque de Lomé. Je veux parler de Monseigneur Bariga, à qui l'État avait déjà demandé des missions dans le sens de rassurer, de créer l'union nationale, de réconcilier les Togolais. Je crois qu'on peut l'utiliser. Comme le Zaïre avait utilisé Laurent Mosengo Passignan et comme le Bénin avait utilisé Isidore de Souza. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses spirituelles qui sont dans l'air, quand vous savez les lire. Mais vraiment, on peut faire œuvre honorable pour ce peuple. Et je considère, c'est dommage, je dis, Maître Agbeibo est décédé au mauvais moment. Parce que
il donnait les lignes pour aider M. Agbeyome à sortir de cette situation. Il y a eu beaucoup de communications. Voilà, il y a eu beaucoup de communications et il voulait même revenir pour donner la stratégie pour savoir comment baliser le chemin politique et juridique pour pouvoir évoluer. Pour engager des dialogues, des discussions et sortir de crise. Voilà. Et c'est en ce moment qu'il est décédé. Dieu l'a arraché. Mais il y a des événements, vous tombez quoi. Vous tombez, mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons. Quand tu es un chrétien, on nous apprend à l'église que vous devez remercier Dieu. Pas pour l'avoir enlevé, mais pour tout le temps qu'il vous a donné. Et cette question rejoint également celle de Pelé. Sandé, lui, il a dit, alors, allez-vous laisser Agbeyome comme ça pourrir dans la situation, carrément l'aider, mais vous êtes en train de préconiser tout à l'heure je l'ai déjà dit, ce que j'ai préconisé, c'est que la mission, c'est d'arrêter les poursuites et qu'on rentre dans une discussion, dans un dialogue. Et qui doit donner le ton par rapport à ça? Le chef de l'État ou bien la justice elle-même? Naturellement, le chef de l'État. Ce n'est pas une question de justice. Moi, je continue de le dire. Ce n'est pas une question de justice. Les juristes togolais ne sont pas de mauvais. Quand les gens se lèvent, ils insultent le procureur. Je crois que le problème n'est pas un problème de procureur. Quand le procureur Bakali, ou bien c'est pas Robert Bakali était là, les gens l'accusaient. Mais quand Poyodi est là aujourd'hui, les gens l'accusent. Mais le Togo a formé de grands juristes. Les Togolais sont très intelligents. Tous ces gens-là sont des juristes intelligents. Mais le système dans lequel ils sont ne leur permet pas d'évoluer. C'est ça. Et donc, c'est au niveau de l'État que les décisions doivent être prises. Le rôle que joue la CEDEAO, que les 31 députés mal élus quittent, y compris le président de l'Assemblée nationale, un gouvernement d'union nationale, etc. Mais l'opposition malienne, totalement debout, refuse. La CEDEAO joue encore un mauvais rôle au Mali. Les gens ont dit qu'ils ne veulent plus que Ibeka parte, mais ils veulent un premier ministre proche de l'opposition pour une transition, pour réorganiser les élections législatives. La CEDEAO ne peut pas venir proposer une solution à géométrie variable. Si une assemblée est mal élue, c'est toute l'assemblée qui est mal élue. Vous laissez ça, vous organisez de nouvelles élections. Mais venir dire, on va rétablir 31 personnes parmi les autres, mais la CEDEAO, je ne sais même pas. Ils ont toujours, c'est eux finalement qui mettent le feu même dans les pays. Alors, est-ce que les cadres du cas comptent désigner un remplaçant de Maître Agbeyome déjà? Vous envisagez cela? Le problème n'est pas une question de personne, mais de défendre sa cause. Agbeyome a lutté pour 3 choses essentielles qu'il n'a cessé de nous répéter. Le déverrouillage des institutions, éviter la longévité au pouvoir et éviter la concentration des pouvoirs entre les mains d'une personne. C'est ce combat que nous devons prendre. Si nous prenons ce combat, moi, si je ne suis que planton du car, ça me suffit. C'est les objectifs qui sont les plus importants. Et alors, monsieur Kissi, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais ma toute dernière préoccupation, êtes-vous pour ou contre un 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara? Mais foncièrement contre. Foncièrement, il n'en a même pas le droit. Légalement, il n'en a pas le droit. Alassane Ouattara n'a pas droit à un 3e mandat. C'est trop facile de changer des constitutions pour des convenances personnelles. Au moment où tu venais, au moment où on dit chez nous, au lieu d'Oussoualler, ou accepter aller, tu ne vas pas après prendre appui sur une autre constitution pour dire que tu vas rester. Il n'en a même pas le droit. Je dis souvent aux juristes, la rétroactivité est une question de physique et non une question juridique. Merci. Il n'a pas le droit. Merci, monsieur Kissi.